Bonjour tout le monde, bonjour Fabien. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, Fabien, aujourd'hui tu vas nous parler des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tu Oui. vas répondre à différentes questions ici que les clients nous posent chez Natura Medicatrix. Je te propose un peu de penser le décor, de nous expliquer qu'est-ce que c'est le TDA et le TDAH. Alors le TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va le voir, ça peut être présent chez des enfants, mais aussi chez des adultes. Et il y a trois critères pour vraiment dire qu'on parle de TDAH, pardon. L'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Ok, donc ce sont finalement des personnes, des enfants ou des adultes, comme tu l'as dit, qui ont des difficultés pour se concentrer, du mal à rester en place. Et donc le TDA, le TDAH, Fabien, c'est un thème que tu affectionnes particulièrement. Quelle est ton expertise dans ce domaine et pourquoi cet attrait dans ce domaine? Alors, première chose, déjà, j'ai moi-même des troubles de l'attention depuis tout petit. Alors, j'ai réussi à faire une vie normale avec ça. J'ai aussi énormément de troubles du sommeil. Donc, j'ai moi-même pris à l'âge adulte des traitements de la Ritaline, par exemple. Et je suis aussi diplômé en neuronutrition de l'Institut SIN. Et j'ai, pendant de nombreuses années, suivi des enfants TDAH en neuronutrition et micronutrition. Voilà pourquoi je connais le sujet. Et d'ailleurs, à l'époque où Julie Jortet avait écrit le livre sur le TDAH, approche nutritionnelle, j'avais coécrit une partie du livre, celui-ci, les fiches annexes, les fiches pratiques à la fin du livre sur les nutriments, les tests, etc. Donc voilà le pourquoi de ma présence aujourd'hui pour cette vidéo. Oui, merci. Et donc, tu vas nous parler justement de tes astuces pour aider les enfants et les adultes TDA ou TDAH. Déjà, pourrais-tu nous expliquer les causes du TDA et du TDAH? Alors, les causes, elles sont multiples. Il n'y a pas une cause définie, c'est multifactoriel. Alors, il y a des causes génétiques et il y a des causes environnementales. Alors, environnementales, ça comprend plusieurs choses. Ça pourrait comprendre toutes sortes de polluants, mais ça comprend aussi l'alimentation. Alors, ce qui est polluant, toxique, ça pourrait agir déjà in utero, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand on est déjà né que ça va agir, mais ça va agir déjà chez la mère qui porte l'enfant, et peut-être même avant d'ailleurs. Donc le tabac, l'alcool peuvent jouer, les pesticides, les PCB, les polychlorobiphényles, ce genre de choses, le plomb aussi. Et, et à côté de ça, il y a aussi d'autres facteurs, la carence en iode, pardon, j'ai oublié aussi, et d'autres facteurs qui pourront jouer après la naissance, notamment des carences toujours, la carence en iode, carence en fer surtout, en zinc, en magnésium, en oméga 3. Donc, dans ces facteurs environnementaux, des facteurs, on va dire, toxiques, polluants, et des carences qui peuvent intervenir avant la naissance et toujours après dans la vie, on va dire. Ok, donc on a à la fois donc, des problèmes génétiques sur lesquels on ne peut pas vraiment influencer, et puis les facteurs environnementaux où là vraiment on a le doigt dessus, et donc il faudra favoriser des produits qui sont bio et éviter tout ce qui est produits industriels. On va en parler par après. Voilà, Et alors, exactement. oui. Et alors si en tant que parent ou en tant qu'adulte, on constate qu'on a certains symptômes évoqués au début, euh, comment faire le diagnostic du TDA ou du TDAH? Est-ce qu'il faut faire des analyses sanguines? Quels sont les moyens de diagnostiquer, de diagnostic? D'accord. Alors là, je dirais qu'il y a plusieurs manières de faire les choses ou plusieurs parcours, on va dire. Le parcours normal, on va dire, pour la plupart des familles, c'est en fait d'en parler au médecin. Euh, le médecin oriente vers un pédopsychiatre généralement. Et là, le parcours normal, c'est on évalue les symptômes de l'enfant avec un questionnaire qui définit des critères.
comme le DSM-5 par exemple, qui va mettre, on va dire, l'enfant dans une case, on va dire, et on aura un diagnostic selon certains critères. Et malheureusement, souvent, ça ne va pas plus loin. Et là, ensuite, dans ce parcours-là, généralement, l'enfant est mis sous Ritaline, méthylphénidate ou alors Concerta, Quasim, Medikinet. C'est tous des médicaments à base de méthylphénidate. Et généralement, ça en reste là, sans aller plus loin. Ça, c'est le parcours de santé normal. Et malheureusement, je dirais, il est très incomplet et ça ne va pas plus loin. Ensuite, donc ça va être la plupart des familles vont être dans ce cas de figure-là. Mais il existe d'autres choses, on va dire. Si l'enfant ou la famille va voir un micronutritionniste, quelqu'un qui fait de la neuronutrition, un naturopathe ou un thérapeute bien formé dans ce champ-là, il ne va pas exactement faire la même chose. Alors, il peut évaluer toujours grâce à des questionnaires, mais là, ça va être des questionnaires fonctionnels qu'on utilise en micronutrition. Par exemple, le DNS, dopamine, noradrénaline, sérotonine, un questionnaire que le parent remplit selon le comportement de l'enfant. Et là, le thérapeute va voir s'il y a des déficits en neurotransmetteurs, par exemple. Ça, c'est une approche un peu différente puisque ça aboutit ensuite à un traitement naturel, à de la nutrition, à de la micronutrition. Et il y a aussi des bilans spécialisés, des bilans biologiques, où là, on fait des analyses biologiques, notamment une analyse d'urine, dans lequel on va mesurer les catabolites des neurotransmetteurs, donc les catabolites de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Dans ces bilans, généralement, il y a aussi d'autres choses qui sont testées, les acides gras membranaires ou érythrocytaires, pour voir s'il n'y a pas un déficit en oméga 3, s'il n'y a pas un déficit en certains oméga 6, comme le GLA et le DGLA, s'il n'y a pas d'autres déséquilibres en acides gras, et aussi des dosages de différentes vitamines, minéraux, par exemple le zinc, le sélénium. On dose bien évidemment la ferritine. Voilà, donc c'est des bilans complets. C'est des bilans qui sont utilisés généralement en neuronutrition. Ça, c'est le meilleur outil, puisqu'on va voir réellement ce qui se passe et on va pouvoir corriger en fonction. Ok. Donc je dirais il y a au moins déjà deux vitesses pour les familles. Le parcours classique, où malheureusement ça va presque toujours finir sur des médicaments. Et malheureusement, il n'y aura peut-être pas d'examen supplémentaire. Parfois, on n'a même pas la ferritine. Et dans ce cas-là, un thérapeute ou un micronutritionniste, et là, on va être sur autre chose. Oui, donc le bilan du thérapeute sera bien plus complet, permettra de combler des éventuelles carences. Et Exactement. voilà. Parce que ce serait dommage de prendre un médicament dérivé d'amphétamine et ne pas traiter une carence, carence en folate, en B12, en fer, etc., en zinc, alors qu'il suffirait déjà de traiter cette carence, de la combler et de voir le comportement s'améliorer, la concentration s'améliorer. C'est ça. Donc voilà, c'est important, oui, de faire plutôt une analyse plus complète, comme tu l'as expliqué, des analyses sanguines et urinaires pour doser les neurotransmetteurs. Au niveau de l'alimentation, quels sont tes conseils au quotidien pour un enfant TDA, TDAH? Est-ce que c'est un mode d'alimentation qui diffère des personnes normales finalement ou... Alors, qui diffère des personnes normales, en fait, non. Mais qui diffère de l'alimentation de la plupart des enfants, oui. Ça peut ne pas être bien différent de ce qu'on conseille en micronutrition, en nutrithérapie pour tout le monde, mais en réalité, l'enfant va, par rapport à ses petits camarades, ça va peut-être être un gros changement finalement. Donc le conseil le plus basique, je dirais, c'est manger naturel, non transformé, pas d'aliments industriels, puisqu'il y a beaucoup d'additifs qui posent problème, qui seraient impliqués en TDAH, toutes sortes d'additifs. Donc déjà, éviter l'alimentation industrielle pour éviter ces additifs. Éviter le sucre, puisque le sucre va vraiment pénaliser la concentration, particulièrement le matin, où le sucre va inhiber les catécholamines, donc inhiber la dopamine et la noradrénaline cérébrale. De plus, l'hyperglycémie, s'il y a un effet neurotoxique. Quand la glycémie monte trop, c'est un effet neurotoxique. Et généralement,
qui dit glycémie trop haute, dit glycémie trop basse, hypoglycémie réactionnelle quelques heures après, et là, souffrance neuronale, quand on est en hypoglycémie, il y a une souffrance neuronale. Donc le sucre, c'est pas génial de ce plan-là. Ensuite, un basique en neuronutrition, c'est la chronobiologie nutritionnelle, qui consiste à manger en première partie de journée, c'est-à-dire matin, midi, des protéines, du gras et très peu de glucides, parce que les protéines, en l'absence de glucides ou avec très peu de glucides, vont favoriser les catécholamines, dopamine, noradrénaline, et vont inhiber la sérotonine, puisque les deux types de neurotransmetteurs, les catécholamines et les indolamines, sont un peu opposés, notamment par rapport au ratio protéines-glucides. Donc, gras protéinés matin-midi. Les fibres aussi, très bien. Ce qu'il faut, c'est éviter les sucres et qu'il n'y ait pas trop d'amidon. Il faut vraiment qu'il y en ait peu, très peu, alors que les enfants ont tendance à manger de l'amidon et du sucre. Du pain, de la pâte à tartiner, de la brioche, de la confiture, des céréales sucrées, etc. Il peut y avoir des fruits, mais ça ne fait que rajouter du sucre sur le reste. Les fruits ne sont pas mauvais, mais ça ne va pas rattraper le reste, parce que là, c'est une question de glucides. Donc, plutôt des protéines, du gras et des fibres matin-midi, et plutôt des glucides en deuxième partie de journée, c'est-à-dire au goûter et le soir, puisque les glucides vont favoriser la libération de la sérotonine pour apaiser en fin de journée. Donc, en gros, c'est presque l'inverse de ce que font la plupart des gens, qui auront tendance à manger très sucré le matin, un gros plat de féculents à midi, et d'arriver le soir en famille et de se manger de la viande. Là, ça, c'est typique. Là, il faudrait presque faire l'inverse. L'idée, c'est un peu ça. Donc, la chronobiologie nutritionnelle, c'est ça. Donc, c'est bien jouer sur les ratios entre les protéines et les glucides. Autre chose, essayer de combler, essayer d'avoir une alimentation riche dans les micronutriments essentiels pour lutter contre le TDAH, avoir une alimentation suffisamment riche en fer, suffisamment riche en zinc, en folate, en B12, en iode, en oméga 3. Voilà, donc en oméga 3 longue chaîne particulièrement, donc ceux qu'on peut retrouver dans les petits poissons gras et les œufs oméga 3. Donc essayer d'avoir une alimentation riche dans tous ces aliments, source de ces micronutriments. Ok, et tu pourrais rappeler où est-ce qu'on peut trouver du fer et du zinc dans l'alimentation, par exemple? Alors, le fer, c'est dans la viande et le poisson, voilà, où on a du fer héminique. Ensuite, alors il y a du fer dans les produits laitiers et les œufs, mais ce n'est pas du fer héminique, donc il n'est pas très bien assimilé. Et en plus, les protéines de lait et les protéines et les œufs ont tendance à limiter l'absorption du fer. Il y a du fer végétal dans les légumineuses, beaucoup. Donc, pour faire simple, vraiment en réduisant au plus court, au plus simple, dans viande, poisson, légumineuse, les principales sources, même si après il y a plein d'autres choses qui en contiennent. Hein. Le zinc, alors surtout dans les produits animaux. Alors, il y a un aliment phare, c'est l'huître, mais tout le monde n'aime pas les huîtres, encore moins les enfants généralement. Mais de manière générale, les produits animaux. Il y a vraiment, il y a du zinc dans les produits végétaux, mais comme souvent il y a beaucoup d'acide phytique associés, l'absorption est quand même réduite. Peut-être un aliment pour ceux qui sont végétariens ou voire véganes, les graines de chanvre décortiquées, c'est une excellente source pour compléter. L'iode, bien évidemment, les produits de la mer. Et en deuxième position, les produits laitiers. Donc bien faire attention quand on a des personnes qui évitent les produits laitiers pour toutes sortes de raisons. Ça peut être aussi le TDAH comme raison. Les produits laitiers sont quand même sont la deuxième source d'iode dans l'alimentation occidentale après les produits de la mer. Donc, si on fait une éviction des produits laitiers, faire attention à l'iode. Donc on peut aussi doser l'iode avec un dosage urinaire, d'ailleurs. Idéalement, la iodurie de 24 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Le fer, l'iode, les oméga 3 dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, etc. Okay. Aussi le truite de saumon, les oméga 3. Voilà. Ok, comme ça, on voit un peu les aliments qu'on peut privilégier. Et de toute façon, pour rappel, dans tes fiches pratiques qui se trouvent à la fin du livre TDA, TDAH, approche nutritionnelle, on a différents exemples, différentes
fiche pratique avec différentes recettes, recettes qui sont proposées. Donc, pour ceux Tout qui à n'ont fait. pas Il y encore, a, ouais. voilà, dedans, il y a pour chaque nutriment, quelle est l'importance de ce nutriment, où le trouver, comment se complémenter, quelle forme de complément prendre, par exemple bisglycinate pour le zinc, par exemple, ou picolinate ou bisglycinate pour le zinc, par exemple, etc. Quel test zinc, zinc plasmatique, zinc érythrocytaire, etc. Toutes tes réponses à ces questions sur les tests aussi. Ouais, ok, merci. Et donc justement, tu as une expérience professionnelle dans ce domaine-là et tu as formulé des compléments alimentaires pour aider les enfants, les adultes TDA, TDAH. Est-ce Oui, que tu pourrais nous expliquer un peu ton approche dans ces différentes formulations? Par exemple, expliquer ce que tu proposes dans le cadre d'un enfant TDA. d'accord. Alors, d'accord, très bien. Alors, un enfant TDA, donc avec un déficit de l'attention, sans hyperactivité, Mhm. il va généralement, et si on fait les tests, on le voit, il va probablement avoir un déficit en catécholamine, en dopamine, en noradrénaline. Donc, petite parenthèse, quand on dose dans les urines, on ne dose pas exactement, enfin on dose le neurotransmetteur, mais on dose aussi ses catabolites, c'est-à-dire le produit dérivé de ce neurotransmetteur, très important pour pouvoir interpréter. Et donc, on va voir qu'il va probablement manquer de dopamine et au niveau cérébral, en tout cas, ce qui est différent de la sécrétion par les glandes surrénales, au niveau cérébral, quand on manque de dopamine, on va nécessairement manquer de noradrénaline. La dopamine étant on va dire le starter pour commencer la journée et la noradrénaline l'accélérateur. Donc, on va pouvoir utiliser le produit Dopanor AD, voilà, que j'avais formulé en effet pour Natura Medicatrix, dans lequel il y a de la tyrosine sous forme de N-L-acétyltyrosine, donc la tyrosine acétylée, qui est très très soluble et facilement absorbable. La tyrosine étant le précurseur de la L-dopa, qui est le précurseur de la dopamine, qui est le précurseur de la noradrénaline. Donc, en prenant de la tyrosine en début de journée, on va pouvoir augmenter la synthèse de dopamine et de noradrénaline et donc corriger ça. Ça, c'est, on va dire, c'est le traitement de base. Également, petite parenthèse, dans le produit, il y a aussi des cofacteurs, cofacteurs des neurotransmetteurs, donc des folates sous forme de vitamine B9 active, de la B12, de la vitamine C qui sert à fabriquer la dopamine et de la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, pourquoi? Puisque dans le TDAH et le TDA, il y a du stress oxydant, donc comment dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en termes simples, dans le corps, il y a de l'oxydation, on peut comparer ça à de la rouille en quelque sorte, de l'oxydation cellulaire, et le corps a des systèmes antioxydants pour neutraliser les radicaux libres et éviter d'avoir des dommages à l'intérieur de l'organisme. Et quand il y a un excès de radicaux libres que le corps ne peut pas neutraliser totalement, quand l'oxydation dépasse les capacités antioxydantes, on parle de stress oxydant ou oxydatif. Et donc, dans le TDAH et le TDA, il y a du stress oxydant. Donc, la coenzyme Q10 va permettre de lutter contre ça. Et deuxième chose que j'ai d'ailleurs pu vérifier moi-même avec des analyses que j'avais demandées, souvent, il y a un déficit en coenzyme Q10 à la prise de sang. Du coup, le produit va permettre de rétablir tout ça et d'augmenter les catécholamines pour avoir une meilleure concentration et une meilleure motivation. Ok. Bien, donc le Dopanoradé, vraiment, c'est le produit qu'on conseille pour les enfants avec troubles de l'attention. Pour les troubles de l'attention avec hyperactivité, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, exactement. Donc là, on a le produit Neuro AD que j'avais formulé également. Alors, il contient principalement, le principe actif principal, on va dire, c'est de la L-théanine. C'est un acide aminé issu du thé vert. Et d'ailleurs, ce produit pourrait faire aussi un complément pour le TDA. En fait, TDA et TDAH
on pourrait déjà avoir comme base le neuro-AD qui pourrait servir aux deux. Sachant que quand on a vraiment déficit de l'attention sans l'hyperactivité, c'est vrai que la tyrosine va être plus importante au départ, mais les deux pourraient être utilisés. Donc la L-théanine, c'est un acide aminé qui a des propriétés neuroprotectrices. C'est très important parce que dans toutes les pathologies neuro, on a de la neuroinflammation. Donc c'est neuroprotecteur. Ça a un effet sur le cerveau en augmentant les ondes alpha qui produisent une sorte d'effet zen. La L-théanine a un effet anti-stress, documenté scientifiquement. Ça va rééquilibrer les neurotransmetteurs dans l'ensemble. Ça va jouer sur la dopamine, mais aussi sur la sérotonine et le GABA. Le GABA qui est le neurotransmetteur inhibiteur anxiolytique, on va dire. Donc ça va rétablir l'équilibre des neurotransmetteurs et avoir un effet neuroprotecteur. Dans le produit, il y a aussi une plante, la Bacopa monnieri, qui a un effet sur la dopamine, et donc la motivation, concentration, et aussi sur l'acétylcholine, donc sur la mémorisation. Ensuite, dans le produit, il y a des vitamines B actives, il y a du magnésium sous deux formes, du malate de magnésium qui est un chélateur de l'aluminium, qui permet de mieux éliminer l'aluminium de l'organisme. Il y a de l'acétyltaurinate de magnésium, qui est un magnésium avec une forte assimilation neuronale, intestinale et neuronale. Et il y a aussi du zinc. Alors pourquoi du zinc? Parce qu'il y a souvent cette carence-là chez les TDAH. Et aussi, la carence en zinc a tendance à augmenter le syndrome d'opposition. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui disent non à tout, qui disent non, 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 tout le temps en opposition. En corrigeant le statut en zinc, on a une amélioration sur ce symptôme. Voilà. Donc ça, c'est globalement la formule du neuro-AD pour traiter le TDAH qu'on peut prendre le matin et pourquoi pas, parce que celui-ci est moins gênant en deuxième partie de journée, on peut aussi en proposer en deuxième partie de journée au goûter notamment, alors que le Dopanor, c'est qu'en première partie de journée. Ok, merci. Donc, en résumé, donc le Dopanor-AD plutôt en cas de TDA. Le neuro-AD pourrait être utilisé dans les deux cas, TDA ou TDAH, mais peut-être Exactement. plutôt pour les enfants hyperactifs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu conseillerais pour éventuellement compléter le neuro-AD si les résultats étaient encore un peu insuffisants? Alors, il y a deux basiques, je dirais, à rajouter, qui sont vraiment indispensables et qui montrent toujours de l'efficacité et de l'intérêt. C'est le magnésium. Alors, il y a du magnésium dans le neuro-AD, mais comme ce sont des petites gélules, il ne peut pas y en avoir énormément, et d'autant plus que l'acétyltaurinate de magnésium est une forme hautement assimilable de magnésium, mais qui au total en contient peu. Donc, on va pouvoir compléter notamment avec le Conimag. Voilà, un magnésium, et là pour le coup, en gélule, 50 mg de magnésium par gélule ou 100 mg par dose de poudre, parce qu'il y a deux formes possibles. Et ce produit va être intéressant pour agir sur la nervosité, notamment de l'individu, que ce soit un enfant ou un adulte, le rendre moins nerveux, voilà. Et Conimag a un réel intérêt parce qu'il a un effet anxiolytique grâce à l'arginine notamment. L'arginine va agir sur la transmission du GABA. Voilà. Et le GABA, c'est le neurotransmetteur inhibiteur anxiolytique, on va dire. Et il est à base également de citrate de magnésium, et les citrates améliorent l'équilibre acido-basique. Or, l'acidose perturbe le système GABAergique. En améliorant l'équilibre acido-basique, on fait mieux fonctionner le GABA. Et aussi, petite expérience personnelle avec les neurotransmetteurs urinaires, parce qu'on peut doser le GABA aussi, et j'ai jamais vu de GABA déficitaire. J'ai toujours vu du GABA qui était bon, voire élevé. Et en fait, c'est peut-être plus un dysfonctionnement du GABA plutôt qu'une mauvaise quantité. Donc, il faut plus améliorer l'effet du GABA, la transmission du GABA, plutôt que la quantité totale, parce que j'ai jamais vu encore à la prise de sang de déficit en GABA. À chaque fois, c'était normal. Donc, voilà.
le Conimag va pouvoir agir sur l'apport de magnésium tout simplement, et également sur l'effet anxiété, nervosité, grâce à son action sur le GABA. Et ensuite, un deuxième complément essentiel à rajouter, je dirais, ce sont les oméga 3 longue chaîne, EPA, DHA, pour plein de raisons. Déjà parce que le cerveau est très riche en oméga 3, un organe gras riche en oméga 3. Les oméga 3 jouent sur la fluidité des membranes cellulaires et donc ça va faciliter les connexions entre les neurones, on va dire. Et l'EPA notamment, l'EPA, donc, qui est un oméga 3 longue chaîne, a une action sérotoninergique, donc il va une sorte d'effet calmant, on va dire, qui va bien se rajouter au reste. Donc une personne qui serait, notamment un enfant qui serait particulièrement agité, nerveux, impulsif, etc., le fait d'avoir la L-théanine plus le magnésium plus les oméga 3, ça forme un cocktail très efficace généralement. On a quasiment que des bons retours à ce sujet. Donc, je dirais que c'est le trio essentiel pour traiter le TDAH. Ok, parfait. Et une question qui nous revient très fréquemment, c'est après combien de temps est-ce qu'on peut déjà observer, ressentir les premiers résultats après la prise de ces compléments? Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a, si c'est une question de nervosité, d'agitation, la L-théanine va agir de suite. J'ai des personnes qui m'ont dit, dès la première prise, on voit un effet. Donc, si ça convient bien à la personne, si c'est ce qu'il lui fallait, ça agit de suite. Le premier jour, on voit tout de suite un effet zen avec la L-théanine, un effet calmant, anti-stress, voilà. Particulièrement par rapport à ce composant-là. Après, il y a aussi le magnésium, la vitamine B6, etc. qui jouent, hein, mais particulièrement par rapport à ce composant-là. Ensuite, si les problèmes de concentration sont liés à des carences, notamment le fer, le zinc, etc., par exemple le syndrome d'opposition, par exemple, ce n'est pas dès la première prise où le statut va être rétabli. Il va falloir un certain temps pour que la carence en fer disparaisse, la carence en zinc disparaisse, etc., etc. Donc, quand on a des carences, c'est le temps de rétablir le bon statut, le statut normal en micronutriments qui va déterminer. Donc, il y aura des personnes qui vont réagir de suite et d'autres personnes qui vont mettre un certain temps, donc ça dépend des cas de figure. Mais on peut avoir en effet une immédiateté, on va dire, dans l'efficacité généralement. Okay. Les oméga 3, par exemple, c'est aussi quelque chose qui met plusieurs semaines, puisqu'il faut dans les membranes cellulaires interchanger les acides gras. Voilà, donc soit instantanément, soit il faut peut-être attendre un mois et demi pour que on commence à avoir les statuts qui s'améliorent. D'accord, ok, merci. Et une deuxième question qui nous est fréquemment posée, c'est de savoir est-ce qu'il faut se supplémenter tous les jours ou est-ce que par exemple le week-end, mon fils est à la maison, est-ce que je peux arrêter? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, on peut. Alors, tout dépend du cas de figure. Si l'individu a tendance à être constamment carencé en un nutriment, il faut probablement envisager une supplémentation au long cours. Ça, c'est vrai. Après, dans le cas d'un enfant, on peut faire des pauses dans la semaine, on peut arrêter le week-end, par exemple, pour faire des petites fenêtres thérapeutiques. Et donc, en effet, faire des pauses le mercredi ou le week-end, c'est possible. Ok. Mais dans le cadre d'une carence, par contre, là, ce serait peut-être plutôt, enfin, si l'enfant est carencé en zinc, quoi en fer? Alors, si y a une carence, ça peut être pris au long cours, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois, 1 an ou voire plus. Ça peut être bien de vérifier avec des prises de sang justement les différents éléments, comme le zinc, les folates, etc. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être pris en continu ou
ou avec des pauses. Ok, merci. Et la dernière question qui nous est souvent posée, c'est concernant le neuro-AD. Le neuro-AD, comme tu l'as dit, ce sont des petites gélules, mais il y a certains enfants qui ne parviennent pas à les avaler. Est-ce que c'est possible d'ouvrir ces gélules et de les mettre dans l'alimentation Oui, alors on peut en effet ouvrir la gélule. Le contenu est un peu amer, notamment à cause de la bacopa. Donc, ça va être bien de le mettre dans un aliment semi-solide comme de la compote, plutôt que dans l'eau, parce que ça risque de rester à la surface. Toutes les poudres ne sont pas solubles dedans. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Donc, il vaut mieux mettre dans un aliment semi-solide. La question qu'on demande, qui est souvent posée, ou l'affirmation qui est souvent dite, on va dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec du sucre. Alors, en ce qui concerne la L-théanine, il n'y a pas de problème avec la L-théanine. La L-théanine sera bien absorbée même si c'est pris avec du sucre. Ce n'est pas gênant plus que ça. On parle souvent d'éviter le sucre le matin pour ne pas gêner la sécrétion de dopamine. Ça, c'est valable chez tout le monde en fait. Oui. La L-théanine, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, on peut la prendre avec le petit déjeuner, quelle que soit la composition du déjeuner. On peut le prendre avec le goûter, quelle que soit la composition du goûter. Donc, on peut mélanger avec quelque chose. Ensuite, le Dopanor AD, Oui. lui, la tyrosine, il va quand même plus faire attention de bien le prendre avant le repas pour que la gélule ou le contenu soit assimilé avant le repas, puisque là, il y aura quand même une compétition, pas une compétition, mais si il y a des glucides, la sécrétion d'insuline, là, par contre, va gêner. Donc, après, une personne qui se dirait je ne peux pas le prendre ou le donner un quart d'heure, une demi-heure avant, c'est trop compliqué, je ne le fais pas, j'abandonne, je ne prends rien, c'est trop compliqué. Il vaut quand même mieux le prendre avec le repas que pas du tout, puisqu'on peut quand même tempérer, on va dire, ses propos, dans le sens où la digestion est quand même plus longue que l'assimilation d'une gélule. Donc probablement que la poudre de la gélule, le contenu de la gélule sera assimilé avant la digestion des aliments. Donc c'est mieux de les prendre à jeun avant le petit déjeuner ou avant le goûter, mais pas de panique, généralement ça fonctionne quand même. Donc vous pouvez mettre dans un petit aliment et le prendre quand même à mélanger avec un aliment. Ok, merci pour ces précisions. Je pense qu'on peut résumer un peu. Il y avait juste une chose, Oui. une question qui est souvent posée, Oui. c'est par rapport aux médicaments. C'est-à-dire comment faire s'il y a un médicament, s'il y a de la Ritaline, notamment comment intégrer le Dopanor-AD, le neuro-AD, pardon. Alors là, il y a plusieurs, je dirais un conseil par étape à mettre en place. Je dirais la première chose, quand il y a déjà la Ritaline ou Coasim Concerta Medikinette, méthylphénidate, d'intégrer avec déjà la Ritaline les oméga 3 et le magnésium. Ça, c'est évident, on peut faire ça. Ensuite, certains enfants n'ont pas la Ritaline tous les jours. Certains l'ont tous les jours, 7 jours sur 7, d'autres l'ont pas les jours sans école, les vacances par exemple. Donc l'idée, ça va être de commencer comme ça. Si ce n'est pas le cas, de faire des jours sans le médicament. Je rappelle que tout ceci doit se faire sur avis médical. Il ne faut pas que les gens fassent ça d'eux-mêmes. Ils demandent au médecin s'ils peuvent le faire en accord avec lui. Ils pourront arrêter progressivement le médicament. Donc, on commence par enlever le mercredi, par exemple, ou le dimanche, le médicament, et on va venir mettre le neuro-AD à la place. On va continuer comme ça à un certain moment. Quand quand ça se passera bien, on pourra enlever de plus en plus des jours de Ritaline pour les remplacer par les compléments, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les compléments. Voilà. Dans tous les cas, si on venait à mettre en plus le neuro-AD en plus de la Ritaline, il n'y a pas de réelle interaction pharmacologique, donc il n'y a pas de vrai problème à mélanger. Il y en a d'ailleurs qui le font. Donc pas de panique, voilà. Mais le schéma le plus classique, c'est on va mettre le neuro-AD les jours off, les jours sans Ritaline, pour progressivement
avoir de plus en plus de jours de complément et de moins en moins de médicaments, on va dire. Ok, bah merci. Je vais un peu résumer un peu ce qui a été dit, peut-être. Dans le cadre du TDAH, bah, tu as parlé du neuro-AD concentration qui contient de la L-théanine, Bacopa, Passiflore, des vitamines B, du magnésium, du zinc. Donc, ce complément, on conseille de prendre 2 gélules par jour le matin, éventuellement avant le petit déjeuner ou pendant. Ici, tu as expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Pour les adultes, ça peut être 2 gélules 2 fois par jour. Pour les enfants qui souffrent de troubles de l'attention sans hyperactivité, là c'est plutôt le dopanoradé qui contient de l'acétyltyrosine qui va booster la dopamine pour la motivation, l'énergie. Tu as ajouté en plus des cofacteurs, les vitamines B9, B12 actives, la vitamine C et puis le biquinone pour l'effet antioxydant. Là, on peut prendre 1 à 3 gélules par jour, mais tu veux préciser peut-être pour le mode de prise, pour le dopanoradé? Alors, oui. Alors, ce que je conseille généralement, c'est de commencer petit, de prendre 1 gélule, de voir ce qui se passe. Après, on pourra augmenter à 2 gélules, voire plus. Voilà. Il y a quand même de la marge par rapport à la dose qu'on pourrait prendre au max, on va dire. Donc, il faut commencer par 1. Conseil de toujours être déjà sous magnésium pour pouvoir bien supporter l'augmentation de la dopamine et de la noradrénaline, puisqu'il faut avoir un bon statut en magnésium, justement pour pas que les catécholamines rendent nerveux, on va dire. On va améliorer la concentration, améliorer le focus, mais toujours avoir déjà du magnésium avant. Donc commencer par 1. Si ça ne suffit pas, si ça marche, si ça ne suffit pas, on peut passer à 2. Éventuellement, on peut les répartir aussi avec 1 un peu plus tard dans la matinée, voire vers midi, ça sans problème. Deuxième cas de figure, un enfant ou un adulte qui serait avec de l'hyperactivité, qui a commencé par le neuro-AD et qui garde toujours un peu un déficit de concentration, il pourra rajouter à ce compte-là le dopanoradé en plus du neuro-AD. Et là, il y aura aussi un effet synergique. D'accord, ok. Et donc, tu as parlé du magnésium, notamment ici dans le cadre du trouble de l'attention, mais ça peut aussi s'utiliser dans le cadre de trouble de l'attention avec hyperactivité. Tout à fait, tout à fait. En fait, comment dire, le magnésium va être bénéfique dans les 2 cas, on va dire. Peut-être nettement plus pour les TDAH, c'est vrai. Oui. Tout comme les oméga 3, mais en fait, magnésium, oméga 3 et les autres micronutriments dont on a parlé sont importants dans les 2 cas, TDA et TDAH. C'est vrai qu'on pourra un peu plus forcer, j'ai envie de dire, sur le magnésium quand il y a de l'impulsivité, de la nervosité, de l'agitation. Mais dans tous les cas, ça peut être bénéfique dans les 2 cas de figure, on va dire. C'est ça. Donc, comme tu l'as dit, avec les oméga 3, chez Natura Medicatrix, on a un bel oméga 3, oméga 3 plus, certifié EPAX Exo, donc protégé du rancissement. Et donc, sans l'odeur du poisson, sans le goût du poisson, donc c'est vraiment un bon oméga 3. Bah, merci Fabien merci à toi. Toutes tes explications. Et bien, ceux qui veulent poser des questions peuvent nous envoyer des messages s'ils le souhaitent. Et passez une bonne journée. Merci Fabien. À bientôt. À bientôt.